Bonjour, je me présente, je suis Dr Khaled Mriem. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler d'un thème qui est très intéressant, surtout dans le contexte actuel que nous vivons dans notre pays, mais aussi au niveau mondial. Donc on parle de la vitamine D, c'est bien fait pour la santé, et son intérêt dans le contexte Covid-19. Donc cette conférence est soutenue par les laboratoires Medipro. Pour parler de cette vitamine qui est une vitamine aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre de par son action certainement osseuse, mais aussi de par ses actions qui s'expriment dans différents tissus, et en l'occurrence l'immunité. Donc pour pouvoir parler de cette vitamine, nous allons un petit peu revenir sur son histoire, sur sa nature, les besoins dont nous avons dont notre corps, notre organisme a besoin pour avoir les bénéfices santé de cette vitamine, les sources qu'on peut utiliser pour avoir la vitamine D. Et ce qui va retenir un petit peu plus de temps, c'est quand on va parler de son métabolisme et de sa régulation, parce que là, il y a des nouveautés que j'ai envie de partager avec vous. Et puis, nous allons parler aussi des différents bienfaits de la vitamine D, tant sur le plan osseux, musculaire, mais aussi sur le plan de l'immunité, sur le plan cardiovasculaire et son intérêt dans la prise en charge de plusieurs maladies. Vous avez aussi un point très important sur lequel on va s'attarder, c'est les recommandations. Et ça, c'est très important de savoir aujourd'hui comment on doit prendre cette vitamine D, justement pour pouvoir bénéficier de ces actions au niveau de l'organisme. Si on revient à l'histoire de la vitamine D, ce n'est pas une histoire tellement ancienne. C'est vrai que le début a commencé avec une épidémie à Londres, où on a constaté qu'il y avait plusieurs enfants qui avaient le rachitisme, donc cette maladie qui est liée à la carence en vitamine D. Par la suite, des scientifiques ont pu mettre le lien dans les années 18 entre le rachitisme et la carence en vitamine D. En 1920, on a découvert l'intérêt de l'huile de foie de morue dans la prise en charge ou plutôt la lutte contre le rachitisme. Et en 1922, un des médecins préoccupés par cette vitamine dans le temps isola le calciférol. Et déjà dans le temps, on connaissait le rapport de la vitamine D avec le calcium, du moment où calciférol, étymologiquement parlant, signifie porter le calcium. Par la suite, des chercheurs américains ont pu établir le lien entre le soleil et la vitamine D, et ce n'est qu'en 1952 qu'on a pu synthétiser pour la première fois cette vitamine. Donc, scientifiquement parlant, cette vitamine est restée mystérieuse pendant plusieurs années. Elle l'est toujours aujourd'hui, puisque invraisemblablement, elle n'a pas livré tous ses secrets. Donc, nous allons essayer de nous approcher de la nature de cette vitamine, puisque aujourd'hui, plusieurs scientifiques contestent le mot vitamine. Il est question effectivement de dire hormone aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que la vitamine, c'est un produit qui est vital, que l'organisme réclame, dont il en a besoin, mais il ne peut pas produire. Or, la vitamine D, on le sait très bien, elle est synthétisée en grande majorité, à 90%, au niveau de notre peau, au niveau cutané. Donc, théoriquement, ce n'est pas une vitamine. Mais cela a été encore plus précisé par les scientifiques lorsque nous avons découvert son métabolisme et ses modalités d'action qui ont changé un petit peu la vision des scientifiques par rapport à cette molécule. Je préfère l'appeler molécule parce que ce n'est pas une vitamine, c'est une hormone. On est à se demander quels sont bien sûr les besoins, nos besoins en vitamine D aujourd'hui. Eh bien, la bibliographie est riche dans ce sens. On a, par exemple, on peut consulter des tableaux nutritionnels où on recommande
des apports en fonction de la tranche d'âge, en fonction de l'état physiologique de la personne. C'est-à-dire qu'une personne ménopausée, un sujet âgé ne va pas consommer la même quantité qu'un adulte jeune. En tout cas, cette bibliographie, qu'est-ce qu'elle rapporte? Eh bien, qu'un nourrisson devrait prendre en moyenne 400 unités, un enfant 600 unités, et qu'on peut augmenter si vous voulez, ce dosage chez des personnes qui sont plus vulnérables, c'est-à-dire 800 unités, chez les seniors, les sujets âgés, les femmes ménopausées, etc. Bien entendu, dans des cas pathologiques, les besoins sont beaucoup plus importants que cela. Sauf que ces apports nutritionnels qui nous semblent corrects sont aujourd'hui très critiqués et jugés insuffisants par beaucoup d'institutions de santé qui recommandent aujourd'hui au moins 1000 unités par jour pour pouvoir garantir des bénéfices santé. On est à se demander ce qui se passe au Maroc. Eh bien, au Maroc, au niveau du ministère de la Santé, les apports journaliers recommandés sont de 200 unités. Vous constaterez avec moi qu'ils sont largement en dessous de nos besoins, surtout des besoins recommandés. Dans ce contexte-là, comme à l'étranger, eh bien, nous avons des sociétés savantes marocaines qui œuvrent dans ce sens pour, si vous voulez, ajuster ces apports et les rendre raisonnables pour avoir des bénéfices santé. Parmi ces sociétés, c'est la Société marocaine de rhumatologie qui contribue avec un groupe de travail constitué de rhumatologues de grande renommée. Eh bien, ils ont contribué à élaborer un protocole sur la base d'une synthèse de la littérature internationale et en l'accommodant, en l'adaptant au contexte national. Donc aujourd'hui, on a des protocoles qui sont adaptés à l'individu marocain en fonction de sa situation physiologique et pathologique. Bien sûr, aujourd'hui, nous connaissons nos besoins, mais d'où est-ce qu'on va prendre cette vitamine D? Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé du fait que c'est une hormone, eh bien, elle a deux sources principales à travers laquelle on peut l'obtenir. La première, c'est la synthèse cutanée via l'exposition solaire, et puis la deuxième, c'est bien sûr l'alimentation. Donc voyons de près cette synthèse cutanée qui se fait bien sûr via les rayons ultraviolets. Elle représente 90% des sources de vitamine D qui sont recommandées. Toutefois, on ne peut pas en profiter si on ne s'expose pas dans des conditions optimales. Et quelles sont ces conditions optimales? C'est qu'il faut exposer les bras et les jambes durant entre 5 à 30 minutes, entre 10 heures et 15 heures, 2 fois par semaine, au printemps, à l'été et à l'automne. Vous verrez comme moi que ces conditions sont difficiles à appliquer, d'autant plus qu'on sait que la majorité des Marocains et Marocaines se couvrent donc portent des vêtements couvrants et ne bénéficient pas forcément de cette exposition. Cette exposition, encore faut-il qu'elle soit c'est-à-dire conforme à certaines autres paramètres, parce qu'elle dépend de l'âge. Avec l'âge, on perd un petit peu cette capacité de synthèse, elle dépend de la masse grasse. Plus on a de masse grasse, moins ça va être profitable. Elle dépend de la pigmentation cutanée. Les personnes qui ont une peau foncée vont moins bénéficier du soleil que par rapport aux personnes qui ont la peau claire. Pour les personnes qui utilisent les crèmes solaires, c'est logique, ça va limiter aussi cette source. Et puis on a aussi les horaires d'exposition. Si on s'expose avant 10 heures et après 15 heures, ce n'est pas intéressant. Encore faut-il aussi éliminer les contre-indications à cette exposition solaire. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne peuvent pas se permettre
de profiter du soleil. Par exemple, les personnes qui ont un risque de cancer, de par des pathologies qu'elles ont, comme par exemple le xéroderma pigmentosum, comme par exemple certaines kératoses, ou alors les névus multiples, ou alors des personnes qui vont avoir des maladies photosensibilisantes, comme par exemple le lupus, qui est une maladie auto-immune, ou alors qui vont tout simplement consommer des médicaments photosensibilisants comme les quinolones. Donc ces situations contre-indiquent l'exposition au soleil. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que lorsque cette source est utilisée d'une manière optimale, eh bien, elle va couvrir nos besoins d'une manière physiologique, naturelle et sans risque d'intoxication. Juste pour vous donner un petit exemple, les personnes qui se bronzent excessivement, eh bien, elles n'auront jamais d'intoxication en vitamine D, elles ne vont jamais dépasser un certain taux, un plafond. Pourquoi? Eh bien, parce que leur corps va se débarrasser naturellement de cet excès de vitamine D. Donc, ça reste une source naturelle, sûre et physiologique. Maintenant, au Maroc, vous savez, la carence au Maroc représente, dans les chiffres officiels d'études réalisées au Maroc, quelque chose dans les 80-92% de la population, et notamment la population féminine. On est à se demander, étant un pays où on a quand même un taux d'ensoleillement assez intéressant toute l'année, pourquoi on a autant de carences? Eh bien, les raisons sont multiples. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mode vestimentaire. Donc, certaines personnes portent des habits couvrants. Le phototype foncé. Donc, les Marocains, c'est vrai que bon, il y a un polymorphisme un petit peu, mais le taux de personnes qui ont la peau foncée est important. Donc, vous savez que les mélanocytes sont de très mauvais capteurs de rayons de soleil. Donc c'est ce qui explique qu'ils ne vont pas bénéficier de cette source. Il y a aussi, mais ça c'est mondial, mais on l'observe aussi au Maroc, c'est le taux d'obésité qui est de plus en plus élevé. Et vous savez que le tissu graisseux, c'est un capteur de vitamine D. Il va empêcher cette vitamine D de circuler dans le sang. Et donc, ça va compromettre son utilisation. Et sachez aussi qu'au Maroc, nous n'avons pas beaucoup d'aliments enrichis en vitamine D. D'ailleurs, c'est un point relevé par la Société marocaine de rhumatologie qui invite les autorités de santé à œuvrer pour enrichir les huiles, la farine, etc. en cet élément. Et il y a un élément aussi qui est important, c'est un peu un élément d'actualité qui concerne un peu tout le monde, toute la population mondiale et notamment les Marocains, c'est le polymorphisme génétique. Je peux vous dire aujourd'hui que nous ne sommes pas tous égaux face à la vitamine D, c'est une chose que je vais expliquer tout à l'heure. Donc quand on voit que cette source qui représente 90%, on ne peut pas en profiter, eh bien là on voit un petit peu tout l'intérêt d'une supplémentation pharmacologique qui est recommandée justement par les scientifiques pour ça. Maintenant, vous allez me dire le côté alimentaire, est-ce qu'on peut compenser par les aliments? Je vais vous prouver que ce n'est pas évident. Les aliments qui sont riches en vitamine D, et notamment les poissons gras, tout ce qui est saumon, il y a l'huile de foie de morue, ce ne sont pas des aliments que peut consommer tout citoyen marocain et surtout pas en grande quantité et quotidiennement. D'autant plus qu'on sait que l'alimentation représente uniquement 20%, ne couvre que 20% de nos besoins. Encore faut-il justement consommer ces aliments. Et puis il y a aussi cette catégorie de personnes qui vont prendre, qui sont soit végétariens, qui ne consomment pas beaucoup de viande pour des raisons pathologiques ou choix personnels. Eh bien sachez que la vitamine fournie par les végétaux, c'est de l'ergocalciférol, donc ce n'est pas une vitamine qui est aussi intéressante que celle fournie par la source animale, qui est le cholécalciférol ou la vitamine D3. Cette dernière résiste mieux à l'humidité et à la chaleur. Elle garantit aussi un taux de vitamine D active intéressant. On va voir ça dans le métabolisme. Donc, on revient à la même conclusion, hein, c'est qu'aujourd'hui, la sonnette d'alarme
est tiré par la Société marocaine de rhumatologie, dans le sens où tout ça, c'est pas suffisant. On ne peut pas compter sur le soleil, sur l'alimentation. Il faut une supplémentation pharmacologique. Alors maintenant, vous allez me dire supplémentation pharmacologique, oui, mais comment? Eh bien, tous les scientifiques s'accordent aujourd'hui à dire que la supplémentation pharmacologique idéale devrait se rapprocher au mieux de ce que nous apportons, notre corps nous apporte d'une manière physiologique. C'est-à-dire fournir des doses modérées, des doses physiologiques, je dirais normales, et sous forme de cholécalciférol, sans bien sûr causer d'intoxication ni d'effets secondaires. La supplémentation pharmacologique idéale serait celle qui, si vous voulez, va joindre les bénéfices d'une exposition solaire ajoutée à celle d'une alimentation équilibrée. Donc, après avoir parlé des sources, imaginons que nous avons consommé cette vitamine D, quel est son devenir au niveau de l'organisme? Et là, on va s'attarder un petit peu sur le métabolisme, parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été découvertes récemment. Le métabolisme, bon, déjà le métabolisme de la vitamine D, c'est que nous avons, si vous voulez, le précurseur de la vitamine D au niveau de la peau, c'est ce qu'on appelle la provitamine D3 ou le 7-déhydrocholestérol, qui va être transformé sous l'effet du soleil en cholécalciférol. Comme je vous ai dit, on peut obtenir ce cholécalciférol de source alimentaire. Alors que va-t-il devenir? Il va être transporté par une protéine au niveau du sang, et là, c'est là où le travail commence à être intéressant. On aura deux transformations enzymatiques. La première, c'est une hydroxylation qui se fait au niveau du foie et qui va transformer cette vitamine D en calcidiol. C'est le 25-OHD et c'est une forme pratiquement inactive. Si vous voulez, elle n'a aucun rôle au niveau de l'organisme. Et d'ailleurs, c'est cette vitamine qu'on dose au niveau du sang quand on fait un bilan. Après, nous allons revenir justement à la limite du bilan. Justement, pourquoi? Parce que justement, ce qu'on dose, c'est quelque chose qui est inactif. Nous allons y revenir. Après avoir été transformée par le foie, donc cette vitamine D devient du calcidiol, qui est un métabolite, nous l'avons dit, inactif. Ce dernier va être transformé par les reins en métabolite actif à ce moment-là, à travers une hydroxylation qui se fait via une enzyme, la 1-alpha-hydroxylase. Rappelez-vous bien de cette enzyme, c'est une enzyme rénale, n'est-ce pas? 1-alpha-hydroxylase, et c'est elle qui va être la clé de cette transformation active de la vitamine D. Sans cette enzyme, donc si jamais il y a une dégradation de cette enzyme, nous ne pouvons pas avoir de forme active de vitamine D. Et qui dit forme active dit les différentes actions osseuses et extra-osseuses que peut avoir la vitamine D. Donc, comme nous l'avons dit, cette vitamine va se transformer via une enzyme rénale, la 1-alpha-hydroxylase, en calcitriol, qui est la forme active. Et pour que cette forme active puisse avoir un effet, il faut qu'elle se lie à des récepteurs. Ces récepteurs ont été identifiés au niveau de l'os, bien sûr, ils s'appellent le VDR, d'accord? Mais il se trouve, et c'est ça un petit peu la nouveauté qui a bouleversé un petit peu l'approche que nous avions avec la vitamine D, c'est qu'aujourd'hui on a découvert que ce récepteur existait dans d'autres tissus qui ne sont pas des tissus osseux, bien entendu, le muscle, au niveau en tout cas de toutes les cellules de l'organisme. Je dis bien toutes les cellules de l'organisme expriment un récepteur à la vitamine D. C'est ce qui explique aujourd'hui ces multiples actions de la vitamine D, que ce soit au niveau osseux, au niveau extra-osseux, par exemple au niveau de l'immunité, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan aussi
métabolique, d'accord? Donc, tout ça est expliqué par le fait que tous les tissus de l'organisme expriment un récepteur à la vitamine D. Donc, la vitamine D, pour être active, doit être transformée par cette enzyme, la 1-alpha-hydroxylase. Elle doit aussi être liée à des récepteurs qui sont les VDR. Alors, la vitamine D, juste pour finir le voyage de la vitamine D dans la cellule, quand elle se lie à ce VDR, elle se dirige dans le noyau de la cellule, hein. Elle ne reste pas, de par sa structure lipophile et facilitée par ce complexe, elle va rentrer au cœur de la cellule, aller vers le noyau et commencer à si vous voulez provoquer une synthèse carrément génétique de multiples protéines. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques s'accordent à dire que la vitamine D contrôlerait plus de 500 gènes au niveau de l'organisme. Donc vraiment, c'est pas pour peu aujourd'hui qu'on dit que la vitamine D a de multiples actions. C'est une vitamine qui va au cœur de la cellule, de toutes les cellules de l'organisme pour provoquer justement une synthèse de protéines qui vont avoir un impact sur notre fonctionnement. Donc aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter et j'aimerais que vous gardiez dans l'esprit cette phrase, c'est que les recherches donc ont démontré que le calcitriol ou la forme active ne se limite pas uniquement à une action osseuse et que presque tous les tissus de l'organisme vont exprimer à leur tour des récepteurs qui vont accueillir la vitamine D et ils vont éventuellement bénéficier de son action. La nouveauté, aujourd'hui je vous annonce beaucoup de nouveautés, c'est qu'il s'est avéré que les tissus de l'organisme, non seulement ils ont des récepteurs eux aussi à la vitamine D, mais ils sont capables de fabriquer in situ, d'accord, la fameuse enzyme dont je vous ai parlé, qui est la 1-alpha-hydroxylase. C'est-à-dire que ces tissus vont construire leur propre vitamine D. Ils vont construire leur propre calcitriol et non pas accueillir un calcitriol qui vient via la voie rénale. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui a un peu... Là aussi, hein, je dis ce mot souvent, bouleversé, mais c'est la réalité, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une synthèse endogène, une synthèse autocrine des tissus qui vont commencer à produire leur propre vitamine D. Donc, ce qu'il faut retenir, ce qui est important à retenir, d'après ces dernières recherches scientifiques, c'est que d'une part, l'organisme est capable de produire de la vitamine D par voie hépatique et rénale, donc c'est un processus normal qui était connu, mais il est capable aussi de synthétiser au niveau de tous les tissus de l'organisme sa propre vitamine D, d'accord? Et c'est comme ça que les tissus vont commencer à bénéficier de ces effets protecteurs. Sachez aussi qu'au niveau tissulaire, les tissus sont sensibles aux doses physiologiques de la vitamine D. Ils n'acceptent pas les fortes doses qu'on nomme aussi les mégadoses. Et l'explication donnée par les scientifiques dans ce sens, elle explique ça comme quoi les tissus ont une capacité de stockage de la vitamine D qui est très limitée par rapport au reste, par rapport à l'os par exemple. Leur capacité aussi de synthèse de la vitamine D, la synthèse endogène dont je vous ai parlé, même elle est faible. Et l'expression de la 1-alpha-hydroxylase au niveau des tissus, elle est elle aussi faible. Donc les tissus n'ont pas cette capacité de gérer de grands volumes de vitamine D, ni de les accepter. C'est pour ça qu'il faut modérer notre apport en vitamine D et ne pas opter pour des mégadoses. D'autre part, il faut savoir, et ça c'est aussi de la nouveauté, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à la transformation active de la vitamine D. Nous avons vu ensemble que cette vitamine D doit passer par un processus hépatique
hein, donnant du calcidiol qui est un métabolite inactif et que ce métabolite doit être transformé par la 1-alpha-hydroxylase pour devenir active. Eh bien, cette enzyme-là, rénale précisément, elle est activée chez certaines personnes, mais elle peut être non activée chez d'autres. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. Certains l'expriment parfaitement et d'autres ne l'expriment pas. Et ça aussi a aussi changé la manière de voir la supplémentation pharmacologique récemment et a démontré qu'il serait dangereux de fournir de fortes doses, surtout chez des personnes qui sont incapables de les transformer en totalité. On se verrait un petit peu en surcharge, d'accord? On aurait une surcharge de la 25-OH qui est le métabolite inactif et cette surcharge va entraîner des effets secondaires, notamment au niveau cardiovasculaire, au niveau digestif. Ça peut engendrer des chutes, ça peut engendrer aussi des calcifications au niveau de l'organisme. Donc ce serait exposer les gens à des effets secondaires. Donc gardez à l'esprit qu'il y a un polymorphisme génétique qui fait qu'on ne peut pas tous transformer cette vitamine D de la même manière. Surtout quand les doses sont exogènes, sont des doses fournies à travers une supplémentation pharmacologique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le corps, quand même, il a cette capacité de réguler, c'est ce que nous allons voir à travers cette diapo, c'est que le corps a la capacité de réguler le métabolisme de la vitamine D, surtout quand il s'agit de mécanismes naturels et physiologiques. Quand on est en excès, quand on a un excès de vitamine D, par exemple au niveau cutané, au niveau de la peau, on aura une dégradation de ce cholécalciférol. Lorsqu'on a un excès, là aussi au niveau du foie, figurez-vous que le corps va inactiver l'enzyme qui dégrade la vitamine D en calcidiol. Et même au niveau rénal, il y a un processus génétique formidable qui fait que au lieu d'activer la 1-alpha-hydroxylase, eh bien, le rein va activer une autre enzyme qui est la 25-hydroxylase qui va aboutir à la transformation du calcidiol en un dérivé métabolique inactif. Et ça, pourquoi je vous ai parlé de ça, c'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand nous sommes amenés à nous exposer par exemple au soleil fréquemment ou d'une manière excessive. Eh bien, il y a une autorégulation qui se fait. Cette autorégulation concerne uniquement peut se faire ou peut être envisagée uniquement quand on a des doses qui sont des doses modérées. Mais quand il s'agit de doses importantes, eh bien, le corps ne peut pas réguler de la manière dont je vous ai parlé, et on tombe dans l'intoxication, dans les effets secondaires, etc. Et notamment les chutes. Et vous savez, certaines personnes se posent la question pourquoi quand on prend des doses élevées de vitamine D, on risque de faire des chutes. Eh bien, tout simplement, vous savez que la vitamine D se fixe au niveau musculaire via un récepteur. C'est elle qui nous procure la tonicité et la force musculaire. Quand on est en excès, quand on prend des mégadoses, eh bien, on va déstabiliser ce phénomène et le muscle il va y avoir des anomalies musculaires qui font que les personnes vont avoir des chutes. Et ces chutes peuvent exposer à des fractures, notamment chez les personnes qui sont fragilisées sur le plan osseux. Donc, si nous faisons une analyse de la littérature, on pourrait tirer la conclusion suivante, c'est qu'aujourd'hui, tous s'accordent à dire qu'il faut donner des posologies modérées, avec les intervalles les plus courts possibles, idéalement journaliers. Là, c'est une étude, là j'ai une étude qui est formidable et que j'aimerais partager avec vous. C'est une étude qui a été réalisée sur 2 groupes de personnes. Chez un groupe, nous avons donné 800 unités par jour. Chez l'autre groupe, à peu près un peu moins de 100 000 unités tous les 4 mois. Qu'est-ce que nous remarquons? Sur le premier graphe, nous remarquons ici, en l'occurrence, qu'avec les doses journalières, vous avez vu, ici c'est les doses journalières, nous avons un taux sérique de 25 OH de vitamine D3 inactive qui est
assez significatif, il reste stable. Et avec les doses de charge, eh bien, nous remarquons que sur ce groupe qui a pris les doses de charge, eh bien, le taux de calcidiol est moins élevé. Nous allons voir un petit peu le reste du processus, c'est-à-dire ce calcidiol est censé se transformer en forme active, n'est-ce pas? Eh bien ici, ce graphe montre quelque chose de surprenant. C'est qu'avec des doses journalières, nous avons un taux de calcitriol, c'est-à-dire la forme active de vitamine D qui est stable et qui va au contraire aller en augmentant, contrairement au groupe qui a pris les bolus, qui a pris plutôt les doses de charge. Eh bien, nous constatons ici sur ce graphe que la forme active de la vitamine D est en dessous de la norme et puis qu'elle va en diminuant. La conclusion, c'est qu'avec les doses de charge, et même si au début on avait un taux de vitamine qui est assez normal, eh bien on constate que ça n'assure pas une activation totale de la vitamine D. Et sur le plan scientifique, nous avons énormément d'études qui vont dans ce sens. Et je pense que ça va être d'actualité. C'est ce que le discours que nous allons entendre dans les 10 prochaines années, ça va être ça. C'est-à-dire privilégier les doses journalières, des doses physiologiques au lieu de prescrire des doses de charge. Donc tout ça va nous amener maintenant dans un autre volet à parler des bienfaits de la vitamine D. Eh bien, il faut que vous sachiez que la vitamine D, bien sûr, sur le plan osseux, va tout faire pour optimiser cet apport de calcium au niveau des tissus et notamment au niveau de l'os. Premièrement, la vitamine D, ou plutôt la forme active de la vitamine D, va permettre une absorption du calcium et du phosphore, et elle va faire en sorte que ce calcium ne soit pas perdu en favorisant sa réabsorption rénale. Tout ça pour permettre sa fixation au niveau de l'os, ce qui va permettre éventuellement une minéralisation osseuse. Ça, c'est les bienfaits au niveau de l'os. Qui dit os dit muscle, hein. L'effet de la vitamine D au niveau musculaire a été établi. Nous savons aujourd'hui que le calcitriol va se lier au niveau de récepteurs musculaires pour donner la tonicité. Donc nous ne prenons pas la vitamine D uniquement pour fortifier nos os, mais aussi pour fortifier nos muscles. Et la conséquence, et ça, il y a beaucoup d'études dans la bibliographie que vous pouvez consulter, c'est qu'on a remarqué que chez les personnes chez qui on a administré des doses adéquates de vitamine D, allaient faire moins de chutes et donc moins de fractures. Et vous savez que ça, c'est important chez les personnes âgées parce que c'est carrément une question de survie dans certains cas. Et puis sachez que cette action sur le muscle, on l'adopte sans grande surprise. Elle a déjà été établie par les pédiatres qui constataient que les enfants qui avaient du rachitisme avaient ce qu'on appelle la myopathie rachitique ou l'hypotonie, une hypotonie musculaire, et que cette hypotonie était corrigée quand il ramenait une source de vitamine D. Donc une action musculaire établie, on prend de la vitamine D pour l'os, on prend de la vitamine D aussi pour les muscles. Là, je vais commencer à aborder avec vous tout le volet qui est intéressant ces dernières années, c'est-à-dire ces effets extra-osseux de la vitamine D. Maintenant, on les comprend, on sait que cette vitamine D va s'exprimer dans plusieurs tissus au niveau de l'organisme. Eh bien, aujourd'hui, il a été établi que la vitamine D avait une action au niveau de la prolifération anarchique des cellules et notamment dans la prévention de certains cancers comme le cancer du côlon mais aussi le cancer du sein. Et donc, pourquoi? Parce que le calcitriol, et là nous le comprenons bien si vous revenez à la physiopathologie que nous venons de voir, quand on sait que le calcitriol va pénétrer au cœur du noyau cellulaire pour réguler certains gènes, on comprend aujourd'hui qu'il puisse contrôler génétiquement cette prolifération cellulaire. Donc un grand intérêt en cancérologie. L'autre intérêt aujourd'hui qu'on va développer peut-être plus que les autres effets, c'est cet effet d'immunomodulation, un effet régulateur de l'immunité, qu'elle soit innée ou adaptative. Alors sachez, là aussi, je pense que vous avez compris, c'est le même raisonnement.
Il se trouve que les scientifiques ont découvert qu'il y avait des récepteurs qu'on appelle les récepteurs VDR, hein, au niveau de toutes les cellules immunitaires, notamment par exemple les cellules cutanées, les cellules, les macrophages, les lymphocytes T, les lymphocytes B. Donc cette action immunomodulatrice a été observée dans plusieurs maladies à travers des études cliniques qu'on va citer bien sûr au fur et à mesure. Tout d'abord, j'aimerais bien revenir avec vous sur l'histoire de la tuberculose. Et la tuberculose nous démontre très bien cette action immunomodulatrice. Vous savez que l'histoire nous a démontré que les personnes qui avaient de la tuberculose, quand elles bénéficiaient du soleil, eh bien, elles allaient forcément accélérer leur guérison. Et cette découverte a valu à Niels Finsen le prix Nobel d'ailleurs à l'époque, en 1900, dans les années 1900. Et aujourd'hui, c'est sans grande surprise qu'on découvre que c'est grâce au calcitriol. C'est normal, l'ensoleillement va provoquer une synthèse du cholécalciférol et ce cholécalciférol va être transformé en calcitriol et c'est ce calcitriol qui va pousser le macrophage, hein, on est dans l'immunité là, qui va pousser le macrophage à élaborer un peptide antimicrobien qu'on appelle la catélicidine et c'est elle qui va détruire, si vous voulez, la bactérie responsable de la tuberculose qui est le Mycobacterium tuberculosis. Donc voilà une action immunitaire qui a été prouvée dans une maladie infectieuse courante. Deuxième effet, par exemple, au niveau des pathologies virales. Aujourd'hui, la pathologie virale est au cœur de notre préoccupation. Du moment où nous abordons cette pandémie, on n'est pas encore sorti d'affaire. Et c'est bien de comprendre comment la vitamine D pourrait lutter contre les virus via notre immunité et notamment contre cette maladie qui est la Covid-19. Donc lors d'une infection virale, qu'est-ce qui se passe ? Le macrophage, alors le macrophage, vous le savez très bien, c'est un globule blanc qui a pour rôle de phagocyter, d'ingurgiter ces agents pathogènes et de les détruire via des substances toxiques. Et par la suite, donc, il va libérer ces substances toxiques directement et détruire l'agent pathogène, mais il y a un autre circuit que va provoquer le macrophage, c'est qu'il va libérer des cytokines qu'on appelle des cytokines inflammatoires, qui sont les interleukines 1 et 6 en l'occurrence, il y en a d'autres, mais je ne cite que celles-ci. Et ces interleukines vont faire appel à d'autres globules blancs qui sont des neutrophiles, lesquels vont activer les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et ces derniers vont aussi avoir un rôle dans la destruction d'un agent viral. Donc vous voyez, le macrophage agit directement en détruisant directement l'agent pathogène et il déclenche tout un processus immunitaire dans le but de détruire l'agent viral. Eh bien, sachez que tout ce processus ne peut s'effectuer que sous le contrôle entre autres, de la vitamine D. La vitamine D, c'est comme un interrupteur qui va permettre au macrophage d'activer la libération des substances toxiques, mais aussi va permettre d'activer les lymphocytes T et les lymphocytes B. Nous reviendrons sur les pathologies virales à travers la Covid, l'exemple Covid. Et je vais vous montrer un petit peu le rôle de la vitamine D pour tempérer cette tempête inflammatoire qui se passe au niveau du Covid et qui est responsable des complications, que ce soit au niveau pulmonaire mais aussi au niveau systémique de tout l'organisme, et puis qui peut engendrer malheureusement le décès. Donc nous allons voir ce rôle tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais continuer dans l'immunité et vous parler par exemple de la maladie de Crohn. Il se trouve que l'un des gènes qui sont impliqués dans l'expression de cette maladie, c'est le gène NOD2, pardon. Eh bien, il se trouve que quand on a une mutation sur ce gène, on est susceptible génétiquement de développer cette maladie et que la carence en vitamine D favoriserait cette susceptibilité génétique. Par la même occasion, des études réalisées sur des personnes qui étaient sous supplémentation en vitamine D n'ont pas exprimé de mutation au niveau de ce gène et donc
le lien a été établi comme quoi la vitamine D pourrait avoir un effet préventif dans cette maladie. Quand je dis pourrait, c'est que les études sont toujours en cours dans ce sens pour démontrer cet effet. Pour la sclérose en plaques, eh bien, figurez-vous que c'est le même raisonnement. Les personnes qui ont un taux bas de vitamine D vont avoir un degré d'handicap qui est plus important que ceux qui ont un bon taux de vitamine D. Et que les études ont toujours démontré dans ce sens qu'une supplémentation en vitamine D pourrait contribuer à diminuer l'incidence et les complications que peut rencontrer le malade durant cette maladie. C'est le même constat scientifique qui a été établi dans toutes les pathologies ou plutôt maladies auto-immunes, en l'occurrence la sclérodermie par exemple, la maladie de Behçet, la polyarthrite rhumatoïde, et j'en passe. Donc toutes les maladies auto-immunes sont concernées et toutes les personnes qui souffrent de ces maladies devraient envisager une supplémentation de vitamine D. J'aimerais bien pas m'attarder, mais évoquer aussi le diabète type 1. Eh bien, le diabète type 1, il a été démontré qu'une dose de vitamine D adaptée durant les premières années de la vie, durant la petite enfance, la première année de la vie de l'enfant, pourrait être un élément protecteur contre le développement du diabète type 1. Surtout si on suit les enfants qui ont pris ces supplémentations, et ça a été fait, par une étude, on voit qu'à l'âge de 33 ans, ils avaient un risque diminué de 90% de faire du diabète type 1 en comparaison avec ceux qui ne prenaient pas de la vitamine D. Et cette découverte a bouleversé un petit peu beaucoup de choses dans le sens où vraiment il faut penser à supplémenter les enfants régulièrement durant les premières années de leur vie parce que ça pourrait les protéger contre beaucoup de maladies, en l'occurrence le développement du diabète type 1. Comme je vous l'ai dit, ça c'est une étude qui a été réalisée sur 10 000 enfants finlandais sur une période de 30 ans qui a prouvé cette protection contre le diabète type 1. Bien sûr, on ne va pas résumer le rôle de la vitamine D uniquement en céréales. Il y a plusieurs études qui se font. Chaque jour, il y a des découvertes nouvelles. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, la vitamine D protégerait contre la survenue de troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer, comme la maladie de Parkinson, qu'elle aurait un impact aussi chez les personnes dépressives ou celles qui souffriraient de pathologies cardiovasculaires, notamment dans le cadre de la protection contre la formation de la plaque d'athérome, l'impact dans la prise en charge des maladies respiratoires, en l'occurrence l'asthme, et plusieurs autres maladies génétiques. Donc ces rôles sont à découvrir à l'avenir. Ils seront certainement étoffés par des rôles insoupçonnables. Là, j'aimerais bien évoquer avec vous un petit peu ce qui se passe quand on a la Covid. C'est que les chercheurs ont constaté, si vous vous rappelez ce cheminement dont on a parlé pour la pathologie virale, comme quoi le macrophage va provoquer l'élaboration d'interleukines 1 et 6 pour provoquer une inflammation, laquelle va stimuler les lymphocytes T et B. Sachez que si on reste dans ce processus qui est un processus normal, tant que l'inflammation est bien gérée, elle est contrôlée, elle est raisonnable, c'est protecteur. Mais quand nous avons une production excessive de cytokines, c'est ce qu'on appelle l'orage cytokinique ou la tempête inflammatoire, et c'est ce qui est d'ailleurs observé au niveau de la Covid, et bien la conséquence, c'est que nous aurons une inflammation qu'on ne peut plus contrôler, qu'on ne peut plus gérer, et qui va occasionner plusieurs défaillances, notamment au niveau respiratoire, avec la survenue de lésions parfois irréversibles, d'une insuffisance respiratoire, de mort, mais aussi des complications systémiques, c'est-à-dire qui vont toucher plusieurs organes et tous les vaisseaux de l'organisme. Donc la vitamine D, son rôle ici, c'est qu'elle a la capacité de stimuler la formation d'interleukines anti-inflammatoires, donc elle va permettre d'apaiser un petit peu ces tempêtes inflammatoires, mais elle a la capacité aussi de freiner, de calmer la production d'interleukines 1 et 2. Donc
ça permet de retrouver cette inflammation qui est équilibrée et qui est plus modérée. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui qu'on voit, dans le cas aussi, on voit que la vitamine D est proposée dans plusieurs protocoles de prise en charge du Covid, bien que certains scientifiques sont toujours réticents quant à la confirmation de son rôle curatif et préventif. Mais aujourd'hui, des études récentes, par exemple aux États-Unis, qui ont été menées sur 190 000 personnes sur tout le territoire américain, tout âge confondu et quel que soit le sexe, eh bien, elles ont prouvé. Donc, chez ces personnes qui ont été testées positives au Covid, eh bien, ça a prouvé que les personnes qui avaient un taux faible de vitamine D développaient un taux élevé d'infection Covid. Une autre étude plus récente, randomisée, qui répond plus aux normes peut-être d'études cliniques, eh bien, elle a été réalisée en Espagne sur un échantillon de 76 personnes. Eh bien, on a partagé ces personnes en deux groupes. Ces deux groupes ont été mis sous le traitement standard du COVID, de la Covid. Chez le groupe chez qui on a donné de la vitamine D, on a constaté qu'uniquement 2% vont avoir recours aux soins intensifs, contrairement à 50% dans le groupe qui n'ont pas pris de la vitamine D, et que même auquel cas elle serait arrivée en soins intensifs, il n'y a pas eu de décès à déplorer, contrairement au groupe témoin qui n'a pas pris la vitamine D et chez qui on a observé un taux de mortalité important. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont claires. La vitamine D pourrait parfaitement s'inscrire dans un protocole de traitement tant en curatif qu'en préventif. On ne perd rien à le faire du moment où les effets sur l'immunité ont été démontrés. Et en l'occurrence, nous observons qu'au Maroc, bien que les protocoles chez l'adulte ne renferment pas systématiquement de la vitamine D, mais on voit que les médecins la prescrivent souvent. En pédiatrie, ça se fait. Beaucoup de médecins aujourd'hui dans les services de pédiatrie ont établi des protocoles avec un apport de vitamine D. Et je pense que tous les médecins devraient aujourd'hui mettre la population marocaine sous un apport modéré, un apport raisonnable, physiologique, un apport qui ne soit pas en dose de charge. Donc il faut apporter de la vitamine D quotidiennement pour pouvoir se prémunir contre cette maladie. Donc là, j'aimerais revenir avec vous sur une notion, et cette notion, à chaque fois que j'en parle, risque de déstabiliser plus beaucoup de personnes, mais c'est que finalement, les dosages de la vitamine D ont-ils un intérêt? Je vais dire oui et non. Alors non, pourquoi? Parce que ce que nous dosons quand nous faisons un bilan sanguin de vitamine D, eh bien ce que nous dosons finalement, c'est cette forme qui est inactive. D'accord? Nous dosons le calcidiol ou le 25-OH, qui est pratiquement un métabolite inactif, c'est un précurseur. Donc doser, c'est bien pour savoir si on a un dosage raisonnable en 25-OH, mais ça n'a aucune importance quand on veut suivre l'évolution d'un malade après la prise d'une supplémentation. Parce que rien ne garantit, à travers un dosage, qu'on a une forme active. On ne dose pas la forme active. Alors, pourquoi on ne dose pas la forme active, le calcitriol? Pourquoi on ne le dose pas? Eh bien, parce que sa demi-vie est très courte. Donc, il est vraiment, son passage est très rapide dans l'organisme. Il va aller se fixer au niveau tissulaire aussi. Donc, on n'a pas le moyen de le doser avec une efficacité, une précision, comme on pourrait doser le 25-OH. Par contre, certains médecins, par exemple, proposent de doser la vitamine D à la confronter à d'autres paramètres biologiques, par exemple la PTH. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet un petit peu d'apprécier la corrélation vitamine D, calcium dans l'organisme. Le taux recommandé, c'est, vous savez que les bilans sont fournis en nanogrammes par ml ou alors en nanomol par litre. Donc il suffit de multiplier par 2,5 les valeurs fournies en nanomol pour obtenir les valeurs en nanogrammes. Alors les valeurs normales sont de 30 à 70 nanogrammes par ml.
On est en insuffisance quand on est entre 10 à 30 nanogrammes par ml et on est en carence quand on est à moins 10. Vous remarquerez avec moi que, bien sûr, l'insuffisance, il y a deux situations ici. Les protocoles de traitement fournissent des recommandations pour les personnes qui ont entre 10 à 20 et qui ne sont pas considérées comme les personnes qui ont de 20 à 30 nanogrammes par ml. Donc, toutes les personnes qui sont en insuffisance ou en carence ont des risques de développer plusieurs pathologies. Quand on sait que toutes les cellules de l'organisme ont besoin de la vitamine D, je vous laisse imaginer les retombées de ce manque sur l'organisme. Les risques aussi, bien sûr, au niveau osseux, c'est évident, une fragilité ostéo-articulaire, mais aussi des risques d'ordre immunitaire. Nous ne pouvons plus nous défendre face aux pathologies. Et là, on est dans cette période hivernale où d'autres virus vont commencer à nous attaquer. Donc, on ne serait plus amené à bien se protéger, prémunir plutôt contre ces virus. On a des risques cardiovasculaires, on a des risques de cancer, des risques d'aggraver notre humeur, notre comportement. Donc, c'est ça un petit peu les retombées. Donc, une supplémentation s'impose. Et aujourd'hui, toutes les recherches actuelles et futures vont dans le sens qu'il faut une supplémentation mesurée par des doses journalières, physiologiques, qui se rapprochent un petit peu de ce que notre corps peut fournir. Juste pour vous mettre en réalité de ces doses journalières, eh bien, elles sont mieux assimilées, elles vont permettre un taux stable et maîtrisé tout au long du traitement. Et puis surtout de ne pas avoir deux effets qui ne sont pas souhaitables. Cet effet pic qui est en fait un surdosage, et on peut l'observer quand on préconise des doses de charge, ou alors on peut tomber carrément dans l'effet Vallée, puisque toute cette vitamine apportée ne va pas être en totalité transformée, donc on sera en déficit. Donc le fait de donner des doses stables, raisonnables, journalières, physiologiques, vous pouvez aujourd'hui les appeler comme vous le voulez, nous restons dans un intervalle sain, sans tomber dans la surcharge ni dans le déficit. Et aujourd'hui, si je dois proposer un produit, c'est un peu, vous avez sur le marché plusieurs supplémentations en vitamine D qui apportent de la vitamine sous forme de gouttes. Encore faut-il que ça renferme du cholécalciférol. Aujourd'hui, si un produit que je peux vous recommander, c'est D3 Normes. C'est un produit qui est à base de cholécalciférol et qui va vous apporter la vitamine D requise sous forme journalière avec tous les bénéfices que nous avons vus. Les protocoles de traitement, aujourd'hui, j'aimerais bien ouvrir la parenthèse pour vous dire qu'il y a deux types de protocoles. Il y a les protocoles que je dirais un peu anciens, qui vont devenir dans pas longtemps historiques, ceux qui proposent de ramener des doses de charge de 400 000 unités réparties avec des intervalles, etc. Eh bien, on est bien d'accord aujourd'hui qu'il serait meilleur de donner des doses journalières en fonction de l'état que présente le malade. Si le malade est en carence, à travers D3 Normes par exemple, on peut prendre 30 gouttes par jour pendant une durée de 4 mois. Ça nous procure 3000 unités. Alors j'aimerais m'arrêter sur ce 3000 unités et revenir sur les doses physiologiques. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que la supplémentation pharmacologique idéale serait celle qui va ramener des doses physiologiques. Mais on n'a pas dit c'est quoi un petit peu ces doses physiologiques. Alors le corps accepte des doses qui peuvent aller de 1000 unités jusqu'à 5000 unités. Jusqu'à 5000 unités comme plafond. Donc c'est ce que peut apporter par exemple une synthèse cutanée pour les 5000 et c'est ce que peut apporter une alimentation pour les 1000 unités. Donc si vous voulez, la moyenne qui est recommandée c'est 3000 unités par jour. C'est 3000 unités par jour quand on a envie, bien sûr, de traiter des états de carence. Et c'est 1000 unités par jour quand on a envie d'apporter un supplément
soit pour couvrir nos besoins journaliers, soit en prévention, bien sûr, de certaines maladies. Donc, quand on a une carence, ce qui est recommandé, c'est 3000 unités par jour. Et comme le calcul des gouttes au niveau de ce produit, au niveau de D3 norme est simple, une goutte c'est 100 unités, on prend 30 gouttes par jour pendant 4 mois. Si vous avez une insuffisance, il suffit de faire une lecture du bilan, hein. Quand on fait le bilan, on peut adapter la posologie en fonction de notre dosage. On garde toujours les 30 gouttes. Quand on a entre 10 à 20 nanogrammes, on garde les 30 gouttes pendant 3 mois. Et quand on a une insuffisance de 20 à 30 nanogrammes, on prend 30 gouttes pendant 2 mois. Il faut se rappeler de ces 30 gouttes dans 2 situations, 30 gouttes par jour, dans 2 situations, carence ou insuffisance. La durée peut s'étaler entre 4, 3 ou 2 mois. Et puis là, ce qui est intéressant avec les doses journalières, c'est que même si on prolonge la durée, il n'y a pas de risque d'intoxication parce que nous restons dans quelque chose de tout à fait physiologique. Après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, après, on peut continuer à prendre la vitamine D toute l'année si on le souhaite, sans risque d'intoxication, à raison de 10 gouttes par jour, puisque nous avons vu que ça répondait à nos besoins journaliers et que ce besoin, on ne peut pas le combler à travers le soleil, on ne peut pas le combler à travers l'alimentation, donc il faut absolument rester sur 10 gouttes par jour, ou plutôt 1000 unités par jour. Pour ceux qui veulent utiliser un autre produit, il faut rester sur 1000 unités par jour durant toute l'année. Pour ceux qui n'aiment pas prendre des suppléments toute l'année, au moins pendant cette période de pandémie, tant qu'on est dans cette période de pandémie, ou alors tant qu'on est dans cette période hivernale, d'accord, il faut absolument de octobre à mai, il faut rester sur une supplémentation quotidienne de vitamine D. Alors il y a plusieurs autres situations où les recommandations proposent 1000 unités par jour. Comme je vous ai dit, les recommandations ont été revues. Par exemple, les sujets âgés, les femmes enceintes, allaitantes, les nourrissons. On peut vraiment aller jusqu'à 1000 unités sans problème. Et d'ailleurs, quand je parle de l'enfant et du nourrisson, beaucoup de services pédiatriques proposent une supplémentation systématique chez les enfants fragilisés, par exemple, sur le plan immunitaire. Donc, sachez que D3 normes s'adapte à un traitement d'attaque parfaitement, puisque nous pouvons augmenter les doses sans risque de surcharge. Et puis, ça s'adapte à un traitement préventif ou alors une supplémentation quotidienne sans problème. Tout en sachant que si vous êtes en carence, il vous faudra quand même à peu près prendre 4 flacons pour finir votre traitement, et que si vous voulez prendre un traitement dans le cadre préventif, un flacon peut suffire pour 2 mois de traitement. Voilà, j'ai dit peut-être tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur la vitamine D. Vous avez compris comme moi que c'est incontestablement l'une des vitamines qui a le plus fait parler d'elle durant ces dernières années, sur le plan osseux, mais ça a été au détriment des autres effets qu'aujourd'hui nous découvrons, et que invraisemblablement c'est une vitamine qui va continuer à faire couler beaucoup d'encre, notamment ces prochaines années avec la découverte d'autres propriétés intéressantes que nous reviendrons peut-être partager avec vous ultérieurement. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.